Très bien. Bonjour, bon matin, merci. Je vais m'efforcer de commencer sans trop de retard. Bon matin à tous, merci d'être venus dans ces locaux impressionnants, surtout quand ils sont à moitié vides. Bienvenue, mais je sais que les étudiants sont malheureusement ceux qui auraient pu venir passent comme par hasard leurs examens. Donc, les rangs vont se remplir au fur et à mesure de la journée. Alors, je voudrais donc inaugurer ce colloque annuel dans le cadre de la chaire Architecture et Forme urbaine que j'occupe ici depuis 2014. Des colloques qui donnent l'occasion de revenir à des thèmes abordés dans les cours, de s'en extraire aussi, et surtout d'inviter collègues, chercheurs, amis, à discuter plus amplement, à élargir l'espace intellectuel qui est celui des cours. Alors, je voudrais commencer en remerciant les équipes du collège qui ont permis l'organisation de cette journée, les équipes techniques, Véronique Gudin qui a organisé la logistique des invitations, Frédéric Doyen qui coordonne, qui gère les chaires internationales. Merci aussi à la Fondation Le Corbusier, à sa directrice Brigitte Bouvier qui devait être là ce matin mais qui est apparemment retenue par une panne d'avion sur un aéroport du sud-ouest de la France. Merci à la Fondation Le Corbusier qui nous permet d'utiliser sans demander de permission toutes les images relatives à l'œuvre de Le Corbusier qui, comme vous le savez sans doute, sont rigoureusement protégées par les lois sur la propriété littéraire et artistique jusqu'à 2035. Donc une journée autour de l'œuvre de Le Corbusier est évidemment un temps bien limité pour embrasser toutes les questions que pose son œuvre. Une œuvre qui depuis les années 60, lorsqu'ont été ouvertes aux chercheurs les archives, qu'il avait eu la bonne idée de ne pas trier lui-même et de léguer à la fondation portant son nom, une recherche qui a conduit, peut-on dire, à l'émergence d'une sorte de continent scientifique. Les théories et les œuvres de Le Corbusier qui couvre, comme vous le savez tous, des champs aussi divers que l'architecture, l'urbanisme, la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma, on le verra aujourd'hui, ont fait l'objet d'un nombre considérable de travaux historiques ou critiques sur le fond d'investigations biographiques toujours plus minutieuses, nourrissant ouvrages. Je ne sais pas quelle est la production annuelle de livres, sans doute 2 douzaines, expositions, presque autant. Les travaux universitaires sont légion, thèses de maîtrise et de doctorat rédigées sur tous les aspects de sa production. Je me suis diverti à faire une très brève enquête sur WorldCat, qui est la base de données coopérative des bibliothèques occidentales, et j'ai recensé 712 thèses. En général, ce sont des thèses de doctorat portant sur l'œuvre de Le Corbusier, 712, dont 338 en anglais, 130 en français, 60 en espagnol, 58 en allemand et 40 en portugais. On mesure à ce propos combien la contribution ibérique, espagnole et portugaise, est importante, presque autant que la contribution francophone. Et on se souvient, dans ce registre de la production de scientifiques sur Le Corbusier, du gigantesque, j'allais presque dire monstrueux, Congresso Le Corbusier, organisé à Valencia en 2015 et publié depuis. On se souvient aussi des numéros mémorables de la revue Massilia que dirigeait Joseph Kettglas, que j'ai invité aujourd'hui, mais qui a décliné l'invitation en disant qu'il ne voulait plus parler de Le Corbusier. Cette revue Massilia qui devrait trouver une suite avec une nouvelle publication intitulée LC, revue de recherche sur Le Corbusier, que devrait diriger Juan Calatrava de Grenade. Donc vous voyez, ce tropisme hispanique se poursuit. Ces travaux sont infléchis par l'actualité, celle de la politique, des idées, de l'art, de l'architecture, et aussi par les avancées assimilées tant bien que mal de la science historique, de l'esthétique et de la théorie littéraire. Les rapports des œuvres de Le Corbusier avec ses expériences personnelles et son appropriation de médias comme la photographie ou le cinéma ont inspiré de nouvelles études dont la présente journée rendra compte. Quant aux stratégies esthétiques et rhétoriques fondant ces derniers projets,
plus compliquées à saisir, moins, je dirais, codifiées, elles feront aussi l'objet d'analyses aujourd'hui, plaçant son invention formelle au centre de la réflexion. J'aimerais ici, en quelques mots, à titre presque de divertissement, proposer une typologie des problématiques de recherche appliquées à une œuvre se déployant sur plus de 60 ans, la Maison Fallet de 1907 et le décès de Le Corbusier en 65, donc un peu moins de 60 ans du vivant de Le Corbusier, cycle prolongé par les campagnes tardives de reconstruction de Zurich à Firminy, en passant par Bagdad. Les chercheurs, et ici entendez-le dans les deux genres, chercheurs et chercheureux ou chercheuses, correspondent à différents profils. Je pourrais énumérer les profils suivants: les corbulâtres, qui sont dans le registre de l'adulation, les corbumanes, dans le registre de l'obsession, les corbuclastes, les plus bruyants en ce moment, dans le registre de la haine, les corbusceptiques, dans le registre de l'incrédulité. J'appartiendrai plutôt à ceux-là, aux corbusceptiques, et surtout les corbusologues, attachés à la construction méthodique de la connaissance sur Le Corbusier, sa vie, son œuvre. Cette dernière catégorie suggère à son tour une sorte de typologie, dans la mesure où les genres de la recherche sur Le Corbusier sont extrêmement variés et parfois pratiqués de manière concomitante ou de manière simultanée. Évidemment, la biographie de plus en plus fine. Un jour, Francesco Passanti, éminent chercheur nord-américain, nous livrera sa recherche sur toutes les heures de la vie de Le Corbusier entre 1910 et 1930. Un travail qui est devenu pour lui l'œuvre de sa propre vie et qu'il finira par livrer. Donc on saura tout sur tout. Donc la biographie de plus en plus fine, la prosopographie ou étude des grands hommes, version plus méthodique et un peu plus enflée de la précédente, la géographie, forme célébrative de la biographie qui a été largement dominante dans les écrits pendant longtemps. La spectrologie, c'est un terme que propose Jacques Derrida pour l'étude de ce qu'il dénomme le Karl Marx fantôme, à la recherche de la dimension mythique, de la dimension fantastique de son œuvre, au travers d'une réaffirmation critique, sélective et filtrante de celle-ci. Je parlerai aussi des démarches généalogiques, la généalogie des projets et des discours, voire la génétique, la recherche de leurs racines, la recherche de leur développement, de leur évolution. Le meilleur de la recherche sur Le Corbusier, c'est précisément cette investigation sur les modes de projeter. La monographie, qui est une modalité appauvrie de cette attitude, mais aussi la sociologie historique et contemporaine autour de la commande ou de l'usage des œuvres, la rhétorique et la poétique, à mon sens extrêmement féconde, portant sur le langage et l'écriture architecturale, utilisant pour cela les outils de la théorie littéraire. Et je n'oublie pas d'autres disciplines qui émergent progressivement, dans la mesure où l'inflation des travaux universitaires qu'implique l'obligation pour les enseignants des écoles d'architecture d'avoir des doctorats ouvre une sorte de débouché à la recherche qui est tout à fait considérable. Travaux sur la technologie, l'analyse des solutions constructives utilisées et imaginées par Le Corbusier, et aussi l'écologie qui fait son apparition, pas simplement dans le discours des premiers ministres, et qui met à jour les mécanismes climatiques et énergétiques des édifices de Le Corbusier. Mais le but de cette journée d'aujourd'hui n'est pas de construire cette méta-histoire qui tenterait de théoriser et de critiquer les analyses récentes et qui devient tous les jours plus utile. On aurait pu construire cette journée autour précisément d'une analyse de ces problématiques, de ces positions de la corbumanie, de la corbulatrie, des corbuclastiques, des corbusceptiques et des corbusologues. Tel n'est pas le propos. J'ai plutôt penché vers la présentation d'un ensemble d'aperçus nouveaux, assez éclectiques dans leurs horizons et leurs méthodes, et c'est ce que nous entendrons aujourd'hui. Alors, vous avez tous le programme. Je voudrais présenter très brièvement
les intervenants de la matinée pour ne pas avoir à le faire lorsqu'ils se succéderont à la tribune. Donc ce matin, nous entendons Marie-Jeanne Dumont, qui est architecte et qui enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Marie-Jeanne Dumont a été notamment l'éditeur, dans le registre de la corbusologie, a été notamment l'éditeur, au sens fort du terme. Elle a rassemblé, constitué les textes et critiqué la correspondance de Jeanneret et de Corbusier. Correspondance avec Perret, correspondance avec Le Platonnier, et surtout récemment la correspondance avec William Ritter, dont elle parlera aujourd'hui et dont elle a très patiemment dépouillé les archives à la Bibliothèque nationale suisse de Berne. Puis Panayotis Tonikiotis, qui est professeur à l'école d'architecture de l'Université nationale technique d'Athènes. Panayotis Tonikiotis a un large spectre de recherche non corbuséenne. J'évoquerai notamment pour les lecteurs français son livre sur Adolf Loos, publié chez Macula il y a quelques années. Il a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'architecture en Grèce et s'intéresse à l'ensemble de la... Il a publié l'édition grecque de Vers une architecture, bien longtemps après la publication originale du livre en 1923. Et il s'intéresse en partie, il a encadré beaucoup de thèses portant sur Le Corbusier, il s'intéressera aujourd'hui au syndrome grec dans l'œuvre de Le Corbusier, qui ne s'arrête pas à ce dont j'ai rendu compte dans ses cours, c'est-à-dire au voyage de 1911. Juan José Lahuerta, professeur à l'Université Polytechnique de Catalogne à Barcelone, parlera ensuite de Le Corbusier, l'os et la photographie. Juanjo Lahuerta a un large spectre de recherche portant sur Mies van der Rohe, notamment Mies van der Rohe et son pavillon à Barcelone, portant sur Gaudi. Il avait réalisé il y a quelques années une remarquable exposition rendant toute sa complexité et son historicité à l'œuvre de Gaudi. Il a réorganisé dans le champ des musées les salles d'exposition, magnifiquement les salles d'exposition du Musée national de Catalogne. Et il nous fait l'amitié donc de parler autour de la question des représentations. Il a sur l'os apporté aussi beaucoup d'éléments tout à fait significatifs. Ensuite, autour du dessin, mémoire de l'architecte Daniel Pauly, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, après avoir été pendant très longtemps professeur à Strasbourg. Daniel Pauly représente sans doute ici, avec Bruno Reichlin, peut-être marginalement avec moi, la longue durée des études corbuséennes. Ce n'est pas pour la vieillir que je le dis, mais parce qu'elle fut parmi les tout premiers chercheurs à travailler sur les archives de la Fondation, notamment à l'occasion de la préparation d'une petite monographie sur Ronchamp, qui reste fondamentale aujourd'hui, et puis au travers de la préparation d'une exposition sur Le Corbusier et la Méditerranée, qui fut un des clous de l'année du centenaire de Le Corbusier en 1987. Et puis, par ailleurs, elle a longuement, et continue à le faire, elle a longuement travaillé sur le dessin, à l'occasion de plusieurs expositions itinérantes. La dernière eut lieu en Corée, et dans le cadre de la préparation d'un catalogue raisonné des dessins, par dessins, les dessins non architecturaux de Le Corbusier. C'est cela qu'il faut entendre, un catalogue raisonné dont le premier volume est ardemment attendu par tous et devrait paraître bientôt. Enfin, Tim Benton, professeur qui fut professeur, comme le dit un jour un directeur de l'architecture du ministère de l'Équipement à l'université d'Open, c'était Duport, à l'Open University, où il avait organisé un magnifique programme d'éducation populaire sur l'architecture, dont une exposition a récemment rendu compte. Donc, Tim Benton est aussi un des vétérans de la recherche sur Le Corbusier, puisqu'il avait publié aussi en 1987 une première version de son livre sur les villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. En 1987, il avait aussi été le commissaire de l'exposition du centenaire à la Hayward Gallery de Londres. Depuis, il a continué à s'intéresser à de multiples aspects du travail de Le Corbusier. La liste est trop longue, allez regarder sur Internet, mais vous trouverez notamment son travail sur Le Corbusier conférencier, extraordinaire déconstruction
des opérations rhétoriques de Le Corbusier sur scène, son travail sur la photographie et le cinéma, notamment autour des premières photos et des photos faites par Le Corbusier dans les années 30. Bref, une production considérable, toujours surprenante et toujours d'une rigueur extrême dans son analyse des sources. Voilà donc ce qui nous attend ce matin. Guillemette Morel-Journel, qui me fait l'amitié de présider, de modérer ou d'immodérer la séance de l'après-midi, présentera les intervenants de la deuxième partie de la journée. Merci. Et j'appelle Marie-Jeanne Dumont au micro.